Mercredi le 22 mai, bienvenue en prenant votre café. Un autre accident sur la 50. Ben oui, encore une autre fois. Combien que ça va en prendre? On va parler de ça. Gabriel Nadeau-Dubois qui crée une autre lettre ouverte. Montréal est la ville qui a pas tout récupéré tout son trafic. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Je vous emmène le 22 mai 1956. Vous allez voir, ça ne s'invente pas. Non, êtes-vous tombé sur la tête? Je vous présente un fond, mais j'ai pas le ticker. Globe and Mail, c'est une gang de snoro. Ils nous présentent quelque chose de vraiment intéressant, mais il faut s'abonner à la version papier pour connaître le symbole. C'est vraiment cheapo, là. Si vous le trouvez, mais vous me le direz, c'est très intéressant. Je vais vous présenter ça dans la section finance. Le Bitcoin qui revit les coachs en entrepreneuriat. Ah, je suis tombé sur quelque chose en me levant, là. Faut que je vous en parle. Vous ne voulez pas manquer ça. Ça me fâche. Est-ce que la voix de ChatGPT Sky est la voix de Scarlett Johansson? Bien, c'est ce qu'elle pense. Donc, on va parler de tout ça ce matin. Bon matin, bon matin, bon matin. J'aurais pu vous parler tout de suite là, de la coach en entrepreneuriat, que je suis ces réseaux sociaux. J'en suis deux, trois, juste pour les trouver pathétiques, puis me donner du jus pour vous en parler, pour vous mettre en garde. Hein? On va parler de ça. Mais on va commencer ça par un autre accident sur la 50. Combien, à peu près toujours dans le même coin, dans le coin de Grenville, combien de morts on va avoir besoin pour... là, il y en a deux dans un état critique, deux moins pires. Ça va en prendre combien? Hein? S'ils ont des familles, ces gens-là, ça va en prendre combien? Sincèrement, il va falloir faire des barrières, puis en attendant que ça soit construit. On ne peut pas vivre encore 10-15 ans avec autant d'accidents. C'est plus qu'un par mois. Sincèrement, il va falloir qu'on accepte qu'on a fait un désastre avec cette autoroute-là pour satisfaire. C'est ça, hein? Des autoroutes de pauvres, là, des autoroutes d'élection, là, ça donne la 50. On va t'en faire ton autoroute. Ça me fait penser à un moment donné une maison que j'avais visitée à Westmount. Je prends une pause là, parce que c'est une personnalité connue, pas une vedette, là, mais du milieu des affaires, des autos à Montréal. Et je vais visiter sa maison qui est à vendre. Et d'après moi, il a dit à sa femme, on va l'arrêter là. C'est toute une cabane. Vraiment. Mais tellement mal fini, parce qu'il n'y avait plus d'argent, d'après moi. Il manquait d'amour beaucoup, beaucoup, beaucoup dans cette maison-là. Mais c'est un peu ça, la 50. Quelle tristesse. Moi, j'ai toujours la chienne quand je passe là-dessus. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et quand Mathieu vient avec sa blonde en campagne, je suis nerveux, j'ai peur. C'est un risque de prendre la 50. Et on peut le voir. Bien, les risques, il y en a, parce qu'il y a beaucoup d'accidents. Avez-vous remarqué comment les policiers parlent, hein? Les individus dans l'auto, ils ont suivi comme un cours de porte-parole robotique. Hein? Les individus ne craignent pas pour leur vie. Toujours les mêmes mots. Ils sont plates. Peuvent-tu mettre un peu d'humanisation? Hein? Prenez quelqu'un qui n'est pas formé et envoyez-le parler. C'est tellement con entendre parler d'un policier. Je ne sais même pas pourquoi faire qu'on les interviewe tellement qu'ils sont robotiques et plates. Je sais bien que c'est pas une joke, là, mais rendez ça un petit peu plus humain et un petit peu plus naturel, s'il te plaît. On est en 2024, là. Souffrez-vous de blurring? Vous savez, c'est quoi le blurring? C'est le blur. Blur, ça veut dire embrouillé. Hein? Donc, la presse utilise un mot anglais, que voulez-vous que je vous dise. C'est le flou qui existe entre travailler et vie personnelle. Surtout depuis qu'on travaille à la maison, depuis l'arrivée des téléphones intelligents. Et où la limite, quand est-ce que tu travailles, quand est-ce que tu ne travailles pas? Bien entendu, il y a le droit au décrochage, qui ne fait pas partie d'une loi ici, mais une question de respect aussi. Même d'envoyer des emails, mais la personne peut aller les lire, tout ça. Mais d'un autre côté, c'est bien beau encore là mettre la faute à l'employeur. L'employé aussi a toujours peur d'être en retard. Il veut performer, bien entendu. Prenons pour acquis que la plupart des gens veulent être bons dans leur travail. Pas tout le monde qui le veut, mais la plupart des gens, je pense, qui se lèvent le matin puis ont le goût d'accomplir quelque chose. Hein? D'ailleurs, je vais vous parler d'un congé tantôt en Chine pour les gens qui n'ont pas le goût d'accomplir quelque chose. Oui, en Chine.
Tu ne veux pas manquer ça. Hein? Je vous le dis pour vous garder jusqu'à la fin. D'ailleurs, êtes-vous abonné? Vous faites un like. Non? Bon, OK, on revient à Blue Ring. Hein, maintenant que vous avez fait. On revient à Blue Ring, donc la vie. Mais d'un autre côté, l'employé là, qui va au gym à 11 heures, qui prend rendez-vous pour le dentiste à 2 heures de l'après-midi. Tu sais, à un moment donné, comme employeur, on peut accepter tout ça. Mais à 8 heures le soir, ça se peut qu'il faut que tu travailles aussi. Tu sais, c'est une balance. Si on accepte la liberté dans le jour, il faut accepter la liberté le soir aussi. Donc, c'est une balance de ça. Donc, l'employé doit mettre ses balises. Soit que l'employé dit, gars, moi, là, je m'installe et je travaille. Mais il y a bien des gens qui travaillent de la maison qui finalement ne travaillent plus de la maison. Hein. Je vous avais déjà montré des petits cabanons, des petits bureaux dans le jardin où il y en a un en campagne près de chez moi que lui s'est construit un bureau dans la grange. Sa grange, il n'y a pas d'animaux, là. Une vieille grange, mais parce qu'il y a 2 jeunes enfants, sa femme, sa blonde travaille aussi de la maison, donc il s'est poussé dans la grange parce que c'est pas facile de travailler dans la maison, surtout si tu as un enfant à la maison, ça devient pratiquement impossible. Donc oui, il y a un blur qui existe, mais là, bon, on appelle ça le blurring. Donc bientôt dans le petit Robert, un mot qui va faire fureur. Je souffre de blurring, docteur. Est-ce que le Canada va faire exactement comme les États-Unis sur les tarifs de la Chine? Pas si certain que ça. Pas si les États-Unis viennent mettre des tarifs de 100% sur les autos chinoises, plus le graphite, plus un paquet d'affaires. Ici, on a un nouveau graphique Nouveau Monde qui ont la chienne, qu'ils vont sûrement mettre leur lobby sur le gouvernement pour qu'ils fassent la même chose. Mais qu'est-ce qu'on retire? Le problème, c'est que le Canada exporte de l'aluminium vers la Chine. Si on met des tarifs, on va se faire bloquer. Vous avez vu ce qui s'est passé avec le port, on va se faire bloquer. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Hein, c'est bien beau de dire on va faire comme les États-Unis, on va bloquer, mais on ne pourra pas exporter. Tu ne peux pas mettre un blocage puis penser que tu vas gagner. Il va y avoir des dommages collatéraux. Comment on va protéger ces dommages collatéraux-là? En payant des subventions, en les aidant. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire avec ces tarifs-là? Protéger 3 grands manufacturiers paresseux dans l'innovation, GM, Ford et Chrysler. Stellantis, je ne suis pas capable de dire Stellantis, Chrysler, moi. Pas capable. Donc, qu'est-ce qu'on essaye de faire? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Le Canada a tout à perdre en mettant des tarifs sur les autos électriques comme on a fait les États-Unis, comme ont fait les États-Unis. D'ailleurs, la Polestar, c'est une auto chinoise. Hein? Elle est vendue aux États-Unis. Donc, il n'y en a pas tant que ça. Il y a beaucoup de composantes des autos qui sont fabriquées au Mexique, qui sont vantées aux États-Unis, qui utilisent des batteries chinoises. On ne s'en sort pas. C'est complètement ridicule. C'est de l'hypocrisie de faire ça. Maintenant, est-ce que le Canada, s'il ne le fait pas, est-ce qu'on va devenir un backdoor pour les États-Unis? À suivre, hein? En parlant d'auto électrique, c'est sûr que j'en parle parce que ça fait partie de nos vies, là. C'est là. Parce que les gouvernements nous ont mis un ultimatum, sauf que c'est pas achetable. Michel Girard a écrit bijou dans le Journal de Montréal par rapport à ça. Et est-ce que les usines qu'on va faire ici vont devenir des éléphants blancs? Northvolt, Ford s'est retiré de Bécancour, ils ne reviendront pas, là. Non, oubliez ça, ils ne reviendront pas du tout. Les Chinois sont trop avancés pour qu'on développe des batteries maintenant. Il faut accepter qu'ils nous ont dépassés. Et on peut faire autre chose que de la commodité. La batterie va devenir de la commodité, tout simplement. Donc, à suivre, mais je ne pense pas que ce soit une bonne idée de suivre les États-Unis. On va avoir beaucoup de dommages collatéraux par rapport à ça. Est-ce que le chocolat, le cacao, va coûter encore plus cher? Peut-être pas ici, en Amérique du Nord, et peut-être même qu'on va avoir un rabais ici en Amérique du Nord. Je vous explique. Le cacao est en pleine croissance, et comme le café aussi, ça implique beaucoup de déforestation. Et maintenant, le cacao, à partir du mois de décembre, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de spéculation aussi par rapport au cacao. Il y en a manqué un peu, les mauvaises récoltes, mais aussi il y a de la spéculation parce que pour vendre du chocolat en Europe à partir de décembre, il va falloir avoir une certification que le chocolat ne vient pas d'une place qui était déforestation. Donc, qu'on n'a pas coupé des arbres pour faire pousser des cacaotiers dans certaines régions, sinon ils ne pourront pas le vendre. Donc, que ce soit responsable au point de vue environnemental. C'est une nouvelle loi qui rentre en place. Donc, qui dit nouvelle loi, dit OK, parfait. Ceux-là, on ne pourra pas. Ceux qui le sont vont vendre plus cher. C'est naturel, c'est comme ça. Donc, mais ceux qui ne le sont pas vont pouvoir écouler leur stock ailleurs.
Ça va peut-être venir ici aussi, mais en attendant, j'ai comme l'impression qu'en Europe, ils vont payer plus cher que nous ici. Donc, est-ce que le cacao dans l'ensemble va monter? Espérons que non. Je surveille ça presque à tous les jours et j'ai demandé à mon fournisseur, qui ne m'a pas encore répondu d'ailleurs, par rapport à l'augmentation des prix. Je n'ai pas eu d'augmentation de prix, donc je vous en fais bénéficier. Je garde mes prix au même niveau, toujours, toujours, toujours. Et d'ailleurs, parlant de prix, on revise dernièrement certains de nos prix parce que nos volumes ont augmenté. Donc, nos savons à main, c'est le cas. On a baissé nos prix de nos grosses bouteilles. Pourquoi? Parce qu'on en vend de plus en plus et on veut être de plus en plus compétitif. Donc, on descend nos prix. Je pourrais laisser pareil, avoir des meilleures marges, mais c'est pas comme ça. Hein? Donc, puis j'ai vu les prix à la pharmacie. On est vraiment pas cher. Même en baissant nos prix, on est encore pas cher. Vous irez voir ça. Québec. Au Québec, la ville de Montréal est la ville qui a le moins de trafic depuis la pandémie. Depuis 2019, on a récupéré que 94 % du trafic. Trois-Rivières est la pire. 104 % de plus de trafic qu'avant 2019. Êtes-vous en croissance, vous autres, ou prenez des exemples? Hein? Qu'est-ce qui fait qu'il y a moins d'autos qui viennent à Montréal, qui se promènent? Qu'est-ce que vous pensez? Hein? C'est pas Valérie Plante est en congé, est en mission, on va le dire, est en congé à Los Angeles. Mais je me retiens. Je me retiens. Qu'est-ce qui cause Montréal? Valérie Plante va dire que c'est les vélos. Ah, regardez, le message passe, là, ce transport en commun est utilisé, le vélo. Non, non. Non, quand tu demandes aux gens pourquoi ils ne viennent pas à Montréal, parce que c'est le bordel. Moi, je vous parle de Montréal et je vous dis, ben voici, je t'ai pris là, puis vous venez plusieurs des régions, là, vous êtes plusieurs en dehors de Montréal à me suivre et vous capotez. Moi, je ne vais plus à Montréal. Vous me dites, je ne viens plus à Montréal, je ne viens plus ici. Donc, c'est pour ça que Montréal n'est pas si beau que ça. Il y a des travaux partout, 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 partout. Quand il n'y a pas de travaux, l'autre jour, j'étais dans l'autobus sur l'avenue du Parc. Pas l'autobus pour aller au centre-ville, je suis revenu en autobus. L'avenue du Parc, ça brassait tellement, ça n'a aucun maudit bon sens. Les routes sont laides. Donc, c'est sûr que ça ne donne pas le goût. Puis quand vous êtes déjà nerveux de rentrer dans la ville, dans la grande ville de Montréal, et que vous ne savez pas si vous êtes pris dans un bouchon ou comment se stationner, facile pour moi de dire, je vais aller au centre-ville à pied ou en autobus. Hein? Je connais le parcours, je sais à quoi m'attendre. Vous autres, vous ne savez pas à quoi vous attendre, donc ça vous donne le goût de venir. Non, est-ce que les camionneurs, là, ça leur donne le goût de venir? Quand je demande à mon transporteur, mon chauffeur, de venir à Montréal, il a 60 ans, 65, donc ça lui donne une poussée d'urticaire. Hein? Il est pas plus nerveux qu'aller ailleurs. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas retrouvé le trafic. Les gens ne veulent rien savoir de venir. Hey, la RTM, ça, c'était une patente qui a été inventée en 2016 qui regroupe toutes les sociétés de transport. Tu sais, quand un organisme ne fonctionne pas, tu en fais une autre couche. Puis après ça, tu fais une autre couche, puis tu fais une autre couche, mais on n'enlève jamais ceux qui ne marchent pas. Donc, la RTM cherche des sources de financement pour... La STM aussi en cherche des sources de financement. Tout le monde s'en cherche, mais la RTM en cherche pour ceux qui en cherchent aussi. Et quoi de mieux que d'embaucher des consultants à 60 000 $, la CRAC, pour nous les aider à trouver du financement. Le meilleur financement, c'est celui qu'on ne fait pas. On va se le dire, arrêtez de chercher du financement. Le futur de la Société de transport de Montréal passe par la privatisation des routes, passe par la gratuité du transport. That's it. Et on va payer tout le monde, chacun qui a une porte, un loyer à Montréal, va devoir payer, si j'étais au pouvoir, un 50 $, 100 $ par porte, peu importe combien ça va coûter. Ça va coûter moins cher qu'une carte opus à 50 $ par mois ou 35 $, ou peu importe le prix de la carte opus, ça va coûter pas mal moins cher. Et tout le monde va en bénéficier et le monde va le prendre, le transport en commun, sans qu'on dépense pour dépenser, parce que c'est ça qu'on fait en ce moment. On crée des jobs pour essayer de trouver des sources de financement alors qu'on devrait arrêter de chercher des sources de financement. Ça ne marche pas, le financement dans la société de transport. Ça ne marche pas. Donc, oubliez ça, oubliez ça. Eh bien, notre héros, hein, notre super qui n'a jamais travaillé, Gabriel Nadeau-Dubois, qui écrit notre lettre ouverte. Il y a une première lettre ouverte, il y en a une deux. Le pragmatisme. Là, on répond par quelque chose. Là, après ça, on en écrit un autre. Après ça, c'est Françoise David, la Mercadier, qui vient. Et là, Gabriel Nadeau-Dubois ressort avec une autre lettre. Sincèrement, ça sent la faim puis la panique. Hein? Et Gabriel, lui, ce qu'il veut,
Il veut une gauche au service des gens. Y a-t-il un parti politique qui n'est pas supposé être au service des gens? C'est quelque chose que je n'ai pas compris, moi. La gauche, une autre affaire qui dit, la gauche perd des appuis partout dans le monde. Il est temps que nous, on en gagnons. Y a-tu compris? Y a-tu quelque chose qu'il n'a pas compris encore? Pourquoi que les gens se désintéressent de la gauche? Parce que la gauche leur a promis la facilité, l'accès, la gratuité de tout, mais ils n'ont pas trouvé le financement qui vient avec. La gauche se rapproche dangereusement du communisme. Et déjà qu'on est déjà interventionniste à côté dans le tapis ici, il ne faudrait pas virer à gauche. Regardez le NPD. Ils veulent juste avoir des entreprises syndiquées, des gros salaires, pas monter les prix. Donc, ce qu'ils veulent, c'est des entreprises nationalisées à peu près. Est-ce qu'on veut ça? Bien, la réponse est non. On le voit dans les sondages mondiaux et on le voit avec Québec solidaire. Quand même qu'il y aurait un bon chef, ça ne passe pas. Ça fait juste du bruit. Hein? La gauche fait du bruit qui peut nous faire réfléchir. Hein? Si on va avoir une opinion, se forger une opinion, ça prend ça. Sauf qu'eux autres, ils disent tout le temps non. Donc, tu finis par plus les prendre au sérieux. Mais sincèrement, je pense que le Québec solidaire a besoin d'un ménage, mais ça ne changera rien. T'sais, Québec solidaire est campé à l'extrême gauche. Là, quand je dis l'extrême gauche, arrêtez de capoter. Là. Il y en a toujours un ou deux. Hé, pas l'extrême gauche, je te regarde là-bas. Mais non, c'est notre extrême gauche. Notre extrême gauche. Donc, on va se le dire, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ce qui sert surtout à rien, sincèrement, des fois, les entreprises là, m'impressionnent par leur incompréhension du monde. Regardez Desjardins. La Journée nationale des patriotes, avec le drapeau canadien. Y a-t-il quelqu'un chez Desjardins qui a dit, écoutez, là, mettons, on va prendre le drapeau du Québec. Le monde dirait, ben non, c'est la Journée des patriotes. On va rendre hommage, on va prendre le drapeau des patriotes. OK, ouais, c'est une bonne idée. Mettons qu'en troisième choix, c'est le drapeau canadien. Sincèrement, Desjardins l'a échappé solide. Comment des grandes entreprises avec des équipes de marketing, l'approbation, des gens partout qui vont approuver le red tape puis toute la patente, laissent passer un drapeau du Canada? Une entreprise québécoise pour une fête québécoise. L'affaire, c'est qu'on ne peut pas vraiment dire rien contre Desjardins. Hein? Oui, ils vont répondre. On peut pas. Le monde ne se mettront pas à boycotter Desjardins. Tu es à la banque, tu ne demanderas pas d'arrêter ton prêt. Là. Peut-être une couple qui va appeler, là, mais c'est un méchant paquet de troubles pour juste un drapeau. C'est juste à manquer de tact solide. Il n'y a rien à faire. Desjardins l'ont échappé, puis j'espère qu'ils vont sortir. Ou j'ai peut-être manqué à nouvelle, comme quoi qu'ils s'excusent, puis qu'ils vont congédier la personne qui a fait ça. C'est toujours la façon la plus simple. Là. Toujours la façon la plus simple. On s'en va à tomber sur la tête. Tu ne veux pas manquer ça. Vous savez, les agriculteurs se plaignent régulièrement qu'ils nourrissent le monde, que c'est un métier noble, avec certaines raisons. Mais ce qui ne s'invente pas, les fermiers de France protestent. C'est le gros C, j'espère que je ne suis pas trop dans l'écran. Vous voyez, il n'y a pas de tracteur dans ce temps-là, il y a des autos. Je ne peux pas déplacer mon image. Là. Voici un groupe de cultivateurs bloquant la circulation sur la grande route qui mène à Paris, près de Toulouse. Le rassemblement a pour but de manifester contre les bas revenus de la ferme qui font que les 2 tiers des cultivateurs ne gagnent même pas le strict minimum nécessaire à la subsistance, soit 300 000 francs, 857 piastres par année. On est en 1956. Hein? Dans tous les coins de la France, des attroupements semblables ont marqué le long congé de la fin de semaine. Je ris parce que la France est toujours en train de manifester avec les mêmes affaires. On est en 1956, je ne suis pas encore né. Je suis né 9 ans plus tard, donc ça fait 65 ans de ça. Et on se plaint encore de la même chose. Comment, pendant 65 ans, une industrie que les gens se plaignent à chaque année, qui bloque à chaque année, disent qu'ils n'y arrivent pas, puis que l'industrie est encore là 65 ans plus tard. À un moment donné, c'est parce qu'il y en a qui arrivent. Il y en a qui n'arrivent pas parce qu'ils sont mauvais entrepreneurs, tout simplement.
C'est comme ça. Il n'y a pas... il n'y a pas rien à comprendre. Là. C'est juste comme ça. Ah, j'ouvre mon Instagram encore dans le lit et je vois une photo. Je dis, ah, ben, c'est une belle photo. On va aller lire read the caption, comme ils disent. Ben, c'est ça que je suis allé faire. Je suis allé read the caption. C'est une coach en entrepreneurial féminine. Je nommerai pas son nom, c'est pas grave. Elle se vante tout le temps dans ses chiffres. Elle donne beaucoup de conférences. Puis elle coach des femmes vulnérables, des femmes qui veulent réussir en affaires et qui se font désaccroître. Donc, elle, c'est une coach qui vend des formations à des gens qui vendent des formations. Et je regarde sur Instagram, il y a seulement 14 photos. Elle est très active sur Instagram, mais elle efface ses photos, premièrement. Là, dans son caption, elle dit qu'il y a 6 mois, elle a acheté une entreprise. Pas moyen de savoir c'est quelle son entreprise. Et moi, là, si j'ai viré l'entreprise en 6 mois qui avait 30 000 $ de revenus, 19 employés, qui étaient dans le trou financièrement, puis qu'en dedans de 6 mois, je te revire ça à 1 million, j'ai besoin du nom. Je vais vous dire le nom de l'entreprise pour augmenter ça encore plus. Non, elle ne le dit pas. Donc, c'est toujours vague. Tout le temps, jamais de nom. Ce ne sont pas des coachs. Hein? En entrepreneuriat, ce sont des gens qui vont chercher de l'argent en donnant des formations avec des mots-clés, tout ce que vous voulez entendre. L'entrepreneuriat, c'est pas facile. Je pense que je me débrouille pas pire en entrepreneuriat. Je pense que je me débrouille pas pire en faisant, en bâtissant des entreprises. Mais des entreprises, ça ne se bâtit pas de 30 000 à 1 million simplement parce que tu es une bonne CEO. Là. Arrêtez de croire ces affaires-là, les amis. Là. Les amis, parce que c'est la clientèle qu'elle vise. Hein? Ça ne marche pas comme ça. Tu ne peux pas revirer ça comme ça. Et si tu le revires, tu en parles, tu donnes le nom de la compagnie, c'est quoi ton produit? Elle, on ne le sait pas. Donc, si vous ne le savez pas, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Hier, sur un direct, sur TikTok, il y a quelqu'un qui me dit « Toi, François, tes ventes ont-tu baissé? » J'ai dit « Non, ils ont augmenté. Mais le temps que je dois mettre en développement de contenu a quadruplé. Donc, il faut que je rejoigne plus de monde qu'avant pour avoir un petit peu plus de revenus. » C'est ça la réalité des personnes en affaires. On travaille très, très fort pour nos revenus, on travaille très, très fort pour acquérir de la clientèle, on travaille très fort pour la garder, mais il n'y a pas de magie, là. Arrêtez de croire la magie, il n'y en a pas. Quand vous me demandez des trucs, je vais juste te dire, je me lève à 4 heures. Regardez, cette nuit, je me suis réveillé à 3h15. Je me suis réveillé, je me suis levé, j'ai commencé à travailler. La veille, je m'étais couché à 10 heures parce que j'ai écrit un script pour automatiser certaines tâches pour rendre mon site encore plus vivant. Donc, il faut arrêter de rêver en couleur, les amis. Est-ce que vous avez investi dans Truth Social, le site de Donald Trump? Je vous dis dans quoi vous avez investi. Je vous montre ça. Ça, c'est Peloton qui a rapporté, mais Truth Social qui vaut, vous êtes complètement tombé sur la tête. Le 24 janvier, ça valait 16$. Il a fait un merge, il l'a amené, ça a monté à 76$. Le market cap en ce moment est de 6,6 milliards. Vous avez acheté des actions, ou ceux qui en achètent, c'est surtout il n'y a pas d'institution là-dedans, c'est juste des gens fans de Trump qui sont là, donc des individus. Les revenus pour le trimestre sont de 770 000$ pour une perte de 327 millions. Juste vous dire, là, François Lambert.one fait plus de revenus que ça. Et je ne suis pas à la bourse. Et je ne vaux pas 6 milliards. Quand je vous dis que c'est dans la spéculation totale, là, est-ce que c'est basé sur le futur? Normalement, c'est ça. Quel est le futur de Truth Social? Avec un gars qui risque d'aller en prison puis gagner les élections. Sincèrement, des fois, là, vous m'impressionnez. 770 000$ de revenus, 327 millions de pertes. C'est ça que vous achetez. Regardez la remontée spectaculaire du Bitcoin. Il ne faut pas s'en surprendre, mais il ne faut jamais compter le Bitcoin comme étant mort. Hein? L'affaire, c'est que moi, j'ai investi tout le temps à peu près vers le 26, 27 du mois. Je ne sais plus la date, là, mais il faut que je recheck. Pour le Bitcoin, et à chaque fois que j'en achète, il est toujours élevé. J'en achète à chaque mois dans un fonds, IBIT, bien entendu, qui monte
qui monte de façon spectaculaire. Il suit le Bitcoin, tout simplement. Donc, lui aussi, il avait monté très cher à 41, puis là, il remonte. Donc, c'est toujours au moment où ce qui est très élevé, mais j'ai quand même un bon rendement de 10% dessus. J'en achète à chaque mois, pendant toute l'année. Donc, je vais vous le montrer toujours à la même date. Et je vais vous montrer à la fin d'année comment ça a rapporté versus si j'avais mis 12 000 au début de l'année. Comment ça a rapporté à la fin de l'année en le mettant à des périodes séparées. On va regarder ce que ça va donner, ce que je vous, entre guillemets, enseigne, bien, je le fais moi-même aussi. Non, je vous amène ailleurs aussi. Je vous amène ici. Le Globe and Mail, honnêtement, me tape ses nerfs. Me tape ses nerfs royalement. Regardez, il y a un Slice of Frugal Dividend from the US. A growth of the US Frugal Dividend Portfolio. On ne sait pas c'est quoi le symbole de ça. Si vous le savez, vous me le direz. Je n'ai pas été capable de le trouver parce que c'est le Wall Street, le Globe and Mail qui en parle, mais pour y avoir accès au titre, il faut que tu t'abonnes à la version en ligne, ce qui est complètement débile. Tu fais des journaux, il faut jouer à devinette, sincèrement. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce portfolio-là des dividendes est basé sur... Ça appartient au Canada. Donc, ils prennent tous les titres qui versent des dividendes. 200 stocks. On va le prendre avec les États-Unis parce que l'exemple ici donne les États-Unis. Ils prennent les 500 stocks du S&P 500, puis ils enlèvent tous ceux qui ne payent pas des dividendes. Donc, ils ramassent ça. Sur les stocks qui payent des dividendes, ils regardent ceux qui ont le moins de volatilité dans les 50. Ensuite de ça, il en enlève dans la liste, il réduit les stocks avec les lowest price to earning ratio. Donc, sur les 10, on part de 500. Ceux qui ne payent pas des dividendes sont éliminés. Il en reste, après ça, on prend les 50 meilleurs avec le moins de volatilité. Dans ces 50-là, ils vont en retenir 10 qui ont le price to earning, donc le prix ratio, donc le ratio co-bénéfice le plus bas. Et regardez le rendement, une fois par année, ils refont leur portefeuille, ils ne le font pas régulièrement, le moins souvent possible, et regardez leur rendement. Si en l'an 2000, vous aviez investi 1 $ dans le S&P 500, il vaudrait aujourd'hui 5 $, ce qui est quand même très, très bon là, en 24 ans. Si tu avais mis 1 $ dans le US Frugal Dividend Portfolio, que je ne connais pas le symbole, donc je ne peux pas vous le dire, c'est intéressant, mais c'est con, ça vaudrait aujourd'hui 18 $. Intéressant. Très, très intéressant, mais ce serait le fun de le savoir. Quel est ce symbole-là? Si vous le savez, vous me le direz. Puis, parce que c'est intéressant, c'est ça. Moi, j'aime vous présenter ici des nouvelles façons d'investir sans prendre de risques. Je vous conseille aucun risque. J'ai investi plus dans des fonds maintenant, mais j'aimerais bien ça le connaître. Peut-être qu'on peut le mettre dans notre stratégie d'investissement diversifié. Écoutez, c'est énorme, là. C'est énorme. 18 $ versus 5 $ dans quelque chose qui a rapporté énormément. Énormément. Dividende, c'est fait. Bon, on s'en va là. Une distillerie vient de fermer, hein, la distillerie Saint-Laurent, qui était une des premières au Québec. Pas la première, mais une des premières. Et encore là, c'est la faute à tout le monde. Hein. Premièrement, si on regarde l'investissement, ils sont endettés de 14 millions, il y en devait 4. Sincèrement, à un moment donné, il faut que tu slackes la pédale, tu vends juste du gin. Et du gin, c'est une commodité. Il n'y a rien qui goûte plus un gin qu'un autre gin quand tu le mélanges avec du canneberge, mettons. Ça goûte toute la même affaire. Donc, à moins que tu le dégustes, quand tu commences à le mélanger, ça ne vaut plus rien. C'est juste une commodité. Oui, il y a les règles ultra restrictives de la SAQ, mais à un moment donné, peut-être qu'il y en a trop qui ont pensé qu'ils étaient pour faire de l'argent dans la distillerie et le ménage s'opère. On reconnaît une industrie en santé, non pas au nombre d'ouvertures, mais au nombre de fermetures. Et le modèle distillerie québécois, il y en a juste trop pour notre marché. Et tu arrives sur les tablettes, il y en a trop d'offres qu'on ne sait plus, puis on achète un prix, puis tout le monde gagne un prix. Donc, c'est pour ça qu'il faut accepter que malheureusement, dans n'importe quelle industrie, si on ne veut pas mourir, à un moment donné, il faut faire attention aux dettes, ce que certains n'ont pas fait attention. 14 millions, là, ça reste beaucoup. Hein? Il y aurait peut-être pensé qu'une entreprise dans un nouveau marché, parce que le gin québécois, les distilleries, c'est quand même un nouveau marché depuis à peine 10 ans,
qu'il y a une maturité, il y a une habitude, il faut prendre des parts de marché. Ça prend du temps à prendre des parts de marché, surtout quand tu as une concurrence aussi forte que le gin. Bien, ce qui arriva, il faut arrêter de blâmer tout le monde, sauf qu'on a encore perdu 4 millions là-dedans en embarquant encore dans quelque chose qu'on aurait dû mettre les breaks. Est-ce que vraiment c'est le rôle d'investissement Québec, d'investir dans une distillerie? Il faut se poser des questions. Quel est le jugement derrière les gens qui investissent dans ce type d'entreprise-là? Il faut se poser des questions, plus qu'une entreprise qui ferme, qui fait partie malheureusement. Tu sais, puis je dis ça pas avec fierté, là. J'ai la chienne de fermer moi aussi, là. Je travaille fort, là, à chaque jour, à chaque année, pour prendre des parts de marché puis prendre de l'expansion. Parce que je ne veux pas fermer, moi non plus, là. Je ne suis pas à l'abri de rien de ça, là. Il faut que je travaille très, très fort pour ne pas que ça arrive. On travaille fort. Et ça va bien, mais on ne roule pas sur l'or, là. Chaque dollar, on le réinvestit dans l'entreprise pour améliorer la croissance. Le surtourisme, hein, là, on en parle pas mal partout. 95% des gens sur la planète voyagent dans 5% des mêmes endroits. Paris en est une place, bien entendu. Le Mont-Saint-Michel en est. Amsterdam qui ferme des coffee shops et certains endroits touristiques pour faire des logements abordables parce qu'ils veulent avoir moins de touristes. Le Mont-Saint-Michel, ils ont mis des quotas. On met des quotas de plus en plus partout. Mais quel est le fun comme touriste d'aller dans une place où tu vas attendre comme un fou? Hein? Sincèrement, moi, ça ne m'intéresserait pas pantoute, là, mais regardez, le coin où ils ont tourné Emily in Paris, les gens du coin ne sont pas contents. Là. Même moi, j'ai été m'asseoir. Je n'ai pas fait de bruit, pas fait de pipi dans un coin. Là. J'ai juste été voir était où la boulangerie d'Emily in Paris. Donc, voilà, il y a la place de Lupin aussi, que je n'ai pas écouté la deuxième saison de Lupin. Ils sont peut-être rendus à 3, peut-être manqué un bout. Je sais pas. Il y a eu beaucoup de touristes aussi depuis qu'ils étaient là. Moi, ce que je demande, y a-t-il un producteur de film qui tente de faire Notre-Dame-la-Paix? Venez dans mon coin. Comme ça, je vais avoir beaucoup de touristes sans que ce soit juste moi qui les amène. Notre-Dame-la-Paix, parce qu'au Parc Omega, il y a beaucoup, beaucoup de touristes quand même. Hey, Scarlett Johansson, je voulais vous faire entendre sa voix. Elle se plaint qu'elle est la voix de Sky de ChatGPT. Là, il l'a enlevé, ChatGPT, cette voix-là, Sky. J'ai écouté. Et le problème, c'est que ChatGPT, la voix de Sky, elle est mielleuse un peu. Et la voix de Scarlett Johansson, ce qu'on compare, c'est dans un film où elle parle en mielleuse. Donc, c'est sûr, si je parle comme ça dans un film, ça peut ressembler à une voix de ChatGPT aussi. Donc, la limite, elle est... la ressemblance n'est pas tant que ça, mais un peu. Si vous entendez parler de Georges Saint-Pierre, des fois, vous allez dire « Hey, tu parles comme Georges Saint-Pierre ». Donc, si la voix de Georges Saint-Pierre est utilisée dans le ChatGPT puis se plaint, est-ce que je devrais me plaindre moi aussi? À un moment donné, c'est parce que moi, je ne trouve pas que c'est une si grande ressemblance que ça. Mais on va le savoir, tout ça, c'est de toute façon. Et en Chine, il y a un employeur de supermarché qui est à l'avant-garde. Les journaux disent que, dans le fond, ses employés, c'est une gang de malheureux, parce que lui, c'était un mauvais boss. Mais lui, il est contre le travail forcé. Tu sais, en Chine, c'est le 9-6-6. 9-9-6. Ah, tabarnouche. On travaille 9 heures par jour, 6 jours par semaine. De 9 à 6, 6 jours par semaine, je pense. C'est ça. 9-6-6. 9 à 6, 6 jours par semaine. Mais il y a beaucoup de gens, il faut que tu travailles, il y en a qui meurent au travail. Là. Et lui, il a dit, écoute, on ne fera pas d'overtime ici, on va vivre normalement. Et vous avez le droit à 10 jours malheureux dans l'année. Parce que ça se peut que tu te lèves un matin, tu n'as pas vraiment le goût. Au lieu de donner 1000 excuses, tu as juste dit, gars, je ne suis pas de bonne humeur aujourd'hui. Parce que lui, il va y avoir des gens qui sont de bonne humeur au travail, ce qui fait du sens. Donc, les employés ont le droit, ils ont le droit, mais pas payé, là, à 10 jours qui ne sont pas malheureux. Donc, il ne veut pas des gens malheureux. Puis là, le journal Le Guardian dit, ouais, s'ils ne sont pas heureux, c'est de ta faute. Pourquoi pas des jours heureux? On veut que les gens soient toujours heureux, mais ça ne marche pas comme ça. Et en terminant, Taylor Swift, qui est tout un phénomène, tellement que 2 universités l'étudient, le phénomène, comment ça s'est bâti, comment le recréer. L'université d'Harvard et l'université de Liverpool, pas des petites universités. Là. Moi aussi, je me pose des questions, puis je lis régulièrement sur les pires entreprises et les meilleures, et Taylor Swift est toute une entreprise, comment elle réussit, hein, comment elle réussit d'être
aussi adulé? Bien, il y a plusieurs raisons, mais les Harvard et Liverpool l'étudient quand même. Quand tu es rendu dans des universités prestigieuses comme ça, c'est quand même fantastique. Et je peux dire ceci. Merci d'être là. Je vous souhaite une excellente journée. Puis venez nous voir sur françoislambert.one. Bye bye.